Gorbatchev est arrivé et a dit « Enlevez tout ». Regardez ce que je viens de trouver dans la rue. Une balle. Comme on dit, en Daghestan, on peut tout acheter sauf une seconde vie. Ça te rase. Je vois... Salutations et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je me dirige vers le Daghestan, dans le kraï de Stavropol, plus précisément, à quelques kilomètres de la frontière avec la République du Daghestan. La seule des 7 républiques caucasiennes russes qu'il me reste à visiter est la plus grande. Cela fait plusieurs heures que je conduis et je suis passé de terres noires, riches en minéraux, pleines de céréales et de champs de maïs, à la pure steppe remplie de terres sablonneuses. Voilà à quoi ressemble cette région frontalière du nord du Daghestan. Accompagnez-moi dans une nouvelle aventure si vous voulez en savoir plus sur cette région et ses habitants. Allons-y! La République du Daghestan, située au sud de la Russie, entre le Caucase, la mer Caspienne et la steppe, s'est récemment fait connaître à l'international pour ses nombreux combattants de haut niveau, de la lutte olympique aux arts martiaux mixtes. Des noms comme Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev ou Abdulrashid Sadoulayev ont valu à la République le surnom de fabrique de champions. Cependant, la renommée de la région s'accompagne d'insurrections et d'extrémisme islamique hérités du conflit tchétchène des années 1990. Au début des années 2010, les attaques contre les forces de sécurité, les attentats et les opérations antiterroristes étaient pratiquement monnaie courante, au point que la région était considérée comme l'endroit le plus dangereux d'Europe. Bien que la situation se soit améliorée ces dernières années, des foyers d'extrémisme subsistent encore aujourd'hui. Pas plus tard que l'année dernière, en juin 2024, à l'occasion de la fête chrétienne de la Pentecôte. Des groupes armés ont attaqué une église, une synagogue et une cathédrale dans les principales villes de la République, Makhatchkala et Derbent. En conséquence, les contrôles policiers et militaires à la frontière et à l'intérieur de la République sont permanents. Le Daghestan, territoire entre l'Europe et l'Asie, est une terre historique dont le nom signifie « terre des montagnes ». Sa population dépasse 3 millions d'habitants et sa superficie d'environ 50 000 km² est comparable à l'Aragon en Espagne ou à des pays comme le Costa Rica ou la Bosnie-Herzégovine. Elle est aussi la république la plus multiethnique de Russie, avec plus de 30 groupes ethniques reconnus. Avares, Dargins, Koumyks, Lezgiens, Laks, originaires du Caucase et présents depuis des millénaires. De même, de nombreux empires perses, arabes, mongols, turcs et russes, entre autres, ont laissé leur empreinte sur ces terres. Dans cette série de vidéos, nous découvrirons ses habitants, son histoire, sa culture, sa gastronomie et sa tradition sportive. Au final, nous parcourrons le Daghestan du nord au sud, des steppes aux montagnes, via la capitale et la côte de la mer Caspienne. Bonjour depuis Kizlyar, une localité dans la moitié nord du Daghestan, à la frontière avec la Tchétchénie, où je me suis arrêté pour dormir parce que j'étais épuisé et j'ai dû faire une pause pour me reposer. Voici l'hôtel, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas mal du tout. Je deviens bourgeois, hein? Ça fait 3000 roubles, ce qui équivaut à environ 30 €. Il y a son lit, sa climatisation, sa salle de bain, sa petite table. Et ici, j'ai passé 2 jours. Comme vous pouvez le voir, c'est plein de médicaments. C'est parce qu'hier j'étais complètement hors service. Un virus intestinal m'a complètement mis à plat. Aujourd'hui, c'est mon 2e jour à Kizlyar. Je viens de prendre un petit déjeuner simple mais efficace, inclus dans le prix de la chambre. Maintenant, je vais rassembler mes affaires et explorer un peu la ville. Voyez cette annonce qui m'a interpellé. On dit souvent qu'il y a beaucoup de machisme en Russie. Pourtant, il est écrit « La femme doit cuisiner, repasser, nettoyer, barrer, être heureuse ». On dirait que c'est une entreprise d'épilation au laser. Les publicitaires, toujours en train de jouer leurs cartes. Kizlyar est une petite ville d'environ 60 000 habitants. Ici, la majorité ethnique est russe, environ 40%.
Ils sont suivis de près par les Avars, qui représentent environ 25%, puis viennent les Darguines, un peu plus de 15%. Même si nous sommes dans une république musulmane, ici, on produit du vin et des spiritueux à base de raisins comme le cognac, qu'ils appellent ainsi ici, même si vous savez que le cognac est une appellation d'origine protégée française. Ici en Russie, ils appellent ça du cognac et s'en moquent. Ce cognac et ce vin sont disponibles dans de nombreux endroits du Daghestan, notamment ici où presque tous les magasins en proposent ou où il existe de nombreux magasins spécialisés. À l'hôtel, il y avait une vitrine de produits à base de raisins comme le vin et le cognac Kizlyarski, du nom de la ville. Cette tradition viticole remonte au début du 20e siècle. En 1900, ils ont commencé ici à planter de la vigne ou à développer, disons, l'agriculture viticole. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, elle perdure. Cette tradition viticole, par exemple, ou cette vente d'alcool en Tchétchénie, vous ne pourrez pas la trouver. Une autre des fabrications connues ici, ce sont les couteaux, les canifs et les poignards. Maintenant, ce que je veux faire, c'est me tailler la barbe, parce qu'elle est un peu sauvage. Voyons si je trouve un barbier par ici, et aussi si je peux passer par un marché, même si je crois que celui de Kizlyar était fermé aujourd'hui. Donc on verra aussi bien sûr un couteau ou un rasoir. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, il fait une chaleur de plomb. Oh, mon t-shirt! Je transpire déjà beaucoup après à peine 500 mètres. Ouf! Il fait plus de 35 degrés, presque 40. Pourtant, on dit qu'en Russie, il fait toujours froid. Je viens de trouver un endroit où acheter des couteaux et où prendre une bouteille d'eau. J'avais vraiment soif. J'étais déshydraté à cause d'hier. Mais regardez ce que je voulais vous montrer. Ici, on vend de la bière. Je suis vraiment surpris par ça. C'est la première fois que je viens ici. Mais je vous assure qu'en Tchétchénie, c'est très rare. Ils ont un horaire spécial pour vendre la bière et l'alcool. Ici, je ne sais pas si c'est pareil, mais au moins, c'est en vente. Et aussi du Coca-Cola qu'on ne trouve plus à cause des sanctions. Mais ici, oui, j'imagine que ça vient d'Azerbaïdjan. Bonjour, je voudrais un couteau qui s'ouvre et se ferme. Voici les pliants. Ils sont tous de Kizlyar, faits à la main. Tous faits à la main. D'accord. Donnez-moi celui-là, le premier qui était le plus proche de vous. Celui-là. Et comment ça marche? Ça s'ouvre et ça se ferme, et c'est tout, non? Il y a une sécurité? Non. Il faut tirer fort pour l'ouvrir. C'est solide pour que la lame ne sorte pas. Bon, regardez. Quel beau couteau. Celui-ci a un autre mécanisme. Tu le sors en appuyant et tu le ranges comme ça. Ah, très bien. Combien coûte celui-ci? 2500 roubles. Et ceci-là? Ils sont faits pour travailler, pas pour décorer. Ceci avec les petits dessins, d'accord? Oui. Tu es Dargin, Avai? Lex. Ah, l'axe. Regardez comme ceux-ci sont beaux. Ceux-là sont déjà à 12 000 roubles, 120 €. Très bien, merci. Au revoir. Au revoir. Regardez ce que je viens de trouver dans la rue. Tu te fous de moi? Une balle. Une douille. Allez, c'est très courant dans ces régions de tirer en l'air lors des mariages ou des fêtes, ou simplement quand tu te retrouves avec tes amis, de tirer quelques coups en l'air. Je veux dire, on voit des vidéos virales sur les réseaux sociaux. J'en ai déjà vu quelques-unes. Et ça le confirme, des balles traînent là, jetées sur le trottoir. Bon, j'ai déjà mon couteau comme vous avez pu le voir. Maintenant, je me dirige vers le marché central. Je crois qu'il y a quelques salons de coiffure là-bas. Voyons si je peux arranger cette barbe. J'arrive au marché, même s'il tourne au ralenti, comme vous pouvez le voir, la moitié est fermée.
Et en fait, je suis venu par ici parce que les salons de coiffure sont aussi fermés. Aujourd'hui, c'est lundi et je ne sais pas pourquoi, s'il y a une fête ou quelque chose, mais ici à Kizlyar, beaucoup de choses sont fermées. Regardez, le cadenas est posé. Voilà à quoi ça ressemble. Imaginez ça tout ouvert. Et en demandant, on m'a dit que par ici, dans la zone du marché, il y a un salon de coiffure. Voyons si c'est vrai. Pour l'instant, on peut voir, eh bien, des kebabs, quelques petites épiceries, des fruits, des jouets. Oh, regardez ça. Waouh, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air gras, d'une certaine sorte. Et de la charcuterie. Ça doit être du bacon, si je ne me trompe pas. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est? Kurdiuk. Kurdiuk, c'est de la viande ou du gras? C'est du gras. Et ça, c'est du gras. De la viande de mouton, de la viande de mouton, de la viande de mouton, du gras, compris? Merci. Du gras. Ah, c'est du gras d'agneau? Oui, d'agneau. Je comprends, merci. Et comment cela se prépare-t-il? Est-ce qu'il le mange directement ou l'utilise-t-il d'une autre manière? On le consomme avec des cornichons, en saumure légère ou à l'ail. C'est la graisse typique d'ici. Vous avez le lard de porc, et nous avons le kurdiuk. D'accord, merci beaucoup. Regardez, il y a encore des vêtements par ici. C'est ça que je vais acheter plus tard quand j'en aurai l'occasion. Regardez, les raisins d'ici, pleins de fruits. Je vais prendre quelques raisins. Salut, c'est à toi? Oui, que voulez-vous? Je veux des raisins. Ils viennent d'ici? Oui, oui. Lesquels me conseillez-vous pour manger tout de suite, sur le moment? Celles-ci sont les plus sucrées. Celle-ci ici, oui. Donnez-moi 250 grammes, c'est possible? Si peu. Peu? Oui, je ne veux pas qu'il se gâte. Aujourd'hui, il fait très chaud. Vous n'avez que ces bananes? Ça fait 76 euros. Ceux-ci viennent d'ici aussi? Tout vient d'ici. Donnez-moi 3, s'il vous plaît. Vous n'avez que ces bananes? Je n'en ai pas d'autres. Il y en a plus, c'est fini? Ces bananes sont bonnes. Elles ne sont pas abîmées. 280 roubles. 280? 280 roubles. D'accord. Et un sac, s'il vous plaît? Ah, j'en ai déjà un. Ce n'est pas nécessaire. D'où viens-tu? Je suis espagnol, même si je vis en Russie. Et vous? Il me prend le bras. Ça fait longtemps que tu vis en Russie. Oui, ça fait 6 ans. Eh bien, tu parles très bien le russe. Oui, ma famille est russe. Et vous, qui êtes-vous? Je suis lesguine. Lesguine? Racontez-moi un peu plus, vous êtes toutes lesguines? Non, aussi une avare. Le Daghestan compte de nombreuses ethnies. Voici votre monnaie, 800 roubles. Merci beaucoup. À ta santé. Dites-moi, comment vit-on ici avec autant d'ethnies? Nous vivons très bien. Nous vivons bien. Nous n'aimons pas nous disputer entre nous. Il y a beaucoup d'ethnies. Je comprends, vous êtes déjà habitués. Nous ne sommes pas habitués car nous ne nous disputons jamais. Cette bananette pour moi? Merci beaucoup, mamie. Les Tchétchènes se battent avec les Ingouches ou les Arméniens, mais nous n'avons aucun ennemi. Nous n'avons personne avec qui nous battre. J'accepte tout le monde comme les miens. Dans notre cas, les Dagestanais. Vous avez une histoire riche. J'ai lu que la route de la soie passait par ici. Oui, la route de la soie. J'ai lu qu'ils faisaient du commerce de couteaux et d'autres objets manufacturés. Qu'est-ce que c'est? Ceci est une caméra, j'enregistre mes voyages. Mais d'où viens-tu? Je suis espagnol. Il est espagnol. Mes frères vivent aux États-Unis, à New York. À New York, depuis longtemps. Depuis de nombreuses années, leurs enfants étudient et travaillent là-bas. Pourtant, son âme demeure ici. Au Daghestan, nous vivons en paix, sans guerre. Nous avons fui l'Azerbaïdjan à cause de la guerre. L'une est à Rostov, moi ici, une sœur à Derbent et une autre aux États-Unis.
Ils sont à... En Amérique. Quand la guerre... Celle entre Arméniens et Azerbaïdjanais. Les Arméniens, oui. La dernière, vous parlez de celle d'il y a 4 ans? Non, avant. Il y a très longtemps. Celle des années 90, c'était très intense. Oui, c'était très dur. Elle a duré presque 10 ans. Racontez-moi, ici vous avez du raisin et vous faites du vin, contrairement à quand j'étais en Tchétchénie. Ici, le vin est fait maison. Des gens chaleureux. Voici l'usine de cognac. Je ne bois pas beaucoup. Ma maison est à côté. Le vin est bon, le vin maison l'est souvent aussi, car il est propre. Mon gendre a fait du vin, il a tout vendu. 7 tonneaux. Ici, J'ai apporté le raisin d'ici. Il a fait 7 bonbonnes qu'il a vendues, les siennes. Il faut le laisser fermenter. ici le vin est doux, non? Bien sûr, c'est juste de la matière première, sans additifs. C'est sain. Oui, oui. Oui, c'est de la matière première saine, sans additifs. C'est très intéressant d'être au Daghestan et de voir qu'ils font du vin. Si tu voyais nos raisins, Gorbatchev est venu et a dit « enlevez tout ». C'est fini. Ils ont tout coupé et tout jeté. Et pourquoi? Pourtant, ils venaient du kraï de Stavropol. Oui, il a tout supprimé, c'était la guerre contre l'alcoolisme. Et ensuite, ils ont commencé à en fabriquer clandestinement et beaucoup se sont empoisonnés. Nous avions tellement de raisins. Il vaut mieux ne pas toucher à ces traditions s'il y avait du bon vin. Oui, de nos jours, ils continuent à planter de la vigne, n'est-ce pas? Oui, de ce côté-là. Ils continuent quand même à planter. Après Makhatchkala jusqu'à Magaram Kent, tout est rempli de vignes. Comme vous voyez, le marché est à moitié vide, mais on a eu une discussion intéressante avec les mamies, très adorables, dont l'une m'a même fait un câlin. Elles sont vraiment adorables. Quelle sagesse, la mamie. Je prends quelques raisins et quelques pêches, et aussi une banane que la mamie m'a offerte. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Ça va me faire du bien pour récupérer des minéraux et de la force après la déshydratation d'hier. Mon Dieu, regardez comme je transpire. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou si je suis encore en train de récupérer, mais mon Dieu. Ouf! Comme un poulet. Le voilà! Voyons si c'est ouvert. La barberie. Salam alaikum, pouvez-vous me faire la barbe? Comment, La barbe? tailler? Attends, oui, je vais nettoyer. D'accord. Je peux filmer pendant que tu me tailles la barbe. Tu veux seulement la barbe? Oui, juste la barbe, comme la vôtre. Si mon visage n'apparaît pas? Ok. D'accord. Excuse-moi, c'est quoi ton nom? Saïd. Enchanté, Saïd. Tu veux que je te filme de profil? Non. Je peux le faire tout seul. Je veux. Regarde, je suis espagnol de nationalité. L'Espagne? L'Espagne, Madrid. Et tu es venu de Madrid jusqu'ici? Oui, enchanté. Comment tu t'appelles? Victor, je vis ici en Russie depuis 6 ans avec ma femme. Ah, je me demandais comment tu sais parler russe aussi bien. Ma femme m'a appris. J'aimerais aller en Espagne en visite et visiter Madrid. Oui, Madrid est très belle. Real Madrid, vous aimez le football? Oui, je soutiens le Real Madrid. Ah bon? Super. Alors, à la façon du Daghestan. Oui. À la façon des Kizlyar. Qu'es-tu, avare d'Arguin? Je suis Dargin. Saïd, alors, tu pars déjà en Espagne? Oui, maintenant je pars avec lui. En Espagne? Tu nous emmènes avec toi? D'accord. Vous êtes déjà allé en Espagne? Non, je ne suis jamais allé à l'étranger. Allez Madrid, n'est-ce pas? Allez, Madrid. Ici, vous préférez plus la lutte ou le football? La lutte? La lutte, avant tout. Je me souviens de Guti, Michel Salgado. Oui, bien sûr. C'était les meilleures années. Ronaldo, Figo... Ivan Helguera. Ivan Helguera, oui. Tu t'y connais, hein? Je t'ai dit que je m'y connais en football. Ça fait longtemps que tu vis en Russie. 6 ans. Enfin, attends. Ça fait un peu plus, presque 7 ans. Pourquoi? Ouais. Pourquoi vis-tu en Russie? Pourquoi? Par amour pour la famille. Vous avez tous votre propre couteau, n'est-ce pas? Oui, bien
bien sûr, nous les fabriquons même nous-mêmes. Vous-même? Oui, nous avons l'usine pas très loin d'ici. Pourquoi les utilisez-vous habituellement? Pour couper de la viande ou pour tout? Pour couper de la viande, ou quand nous partons en voyage, aussi pour offrir en cadeau, pour sacrifier l'agneau. Je comprends. Ne parle pas, je vais raser le contour de ta barbe. D'accord. Alors, comment tu te trouves? Comme ça, oui. Pas rajeuni. Oui, j'ai rajeuni. Quel âge pensez-vous que j'ai? Je sais quel âge tu as. 38, mais tu en fais 31. Merci. Si tu avais l'air plus vieux, je te le dirais. Merci. J'ai 37 ans, mais bientôt 38. Tu vois, regarde, à ton avis, il a quel âge? Pas l'âge qu'il fait, mais son vrai âge. On m'a dit qu'il avait 23 ans. Alors, je ne sais pas. 25. Lui? Je ne sais pas. Allez mec, quel âge as-tu? 28. 28, on dirait qu'il en a 40. Comment faites-vous pour avoir une barbe aussi fournie? Qu'est-ce que vous utilisez? Je n'utilise rien. Non? Aucun huile, ni rien de ce genre? Si tu veux, enregistre-la. Avec du beurre. C'est une blague ou tu es sérieux? C'est une blague? C'est une blague? D'accord, c'est bon. J'ai fini. Merci beaucoup, tu m'as vraiment bien arrangé, barbier expérimenté. Non, j'ai juste compris ce que tu voulais. Merci, Saïd. Mon cher, à bientôt. Mon frère, on reste en contact. On y va? Tu peux laisser le sac derrière. Merci, tiens. Donne-moi. Saïd, ferme fort. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas pris de petit déjeuner? Il faut fermer fort. Plus fort. Comme ça? Oui. Ils ne m'ont pas laissé payer et les gars m'ont maintenant invité à faire une promenade, à visiter l'usine de couteaux. Je leur ai dit que je m'étais acheté un couteau et ils m'ont répondu « Regarde, on va te montrer de bons couteaux. » Alors, me voilà avec les gars dans la voiture, en train de conduire dans les rues de Kizlyar. Tu dis que ton ami a une usine de couteaux, c'est ça? Oui, c'est un petit atelier, mais il en prend vraiment soin. Et qui lui a appris le métier? Son père lui-même? C'est lui le propriétaire. Des maîtres couteliers qui connaissent le métier travaillant pour lui. Je comprends bien. Et les maîtres couteliers, comment apprennent-ils le métier? Ici, tout près, nous avons une grande usine. Ah, et là-bas, ils font de tout, c'est ça? Oui. Et les gars qui ont travaillé là-bas pendant de nombreuses années commencent à travailler à leur compte. Lorsqu'ils ont tout appris, ils ouvrent leurs propres ateliers, de petites usines. Et là, ils fabriquent leurs propres couteaux et les vendent. Ici, à Kizlyar, le plus économique, c'est d'acheter les couteaux à l'usine parce que tu évites tous les intermédiaires. Il y en a beaucoup. Je comprends, le prix augmente. Le prix monte, et plus tu t'éloignes, pire c'est. Si ça arrive jusqu'à Moscou, le prix augmentera encore plus. Plus cher, oui. C'est pour ça que là où on va maintenant, on peut acheter à bon prix. Bien d'accord. Regarde, ils commettent une infraction. Je te le dis, c'est le Daghestan. Oui, c'est pour ça que sa voiture est cabossée. Les gens ici conduisent-ils de façon sauvage ou est-ce un stéréotype? Sauvage. Eh bien, pas aussi sauvage que les Arabes, bien sûr. Je comprends, pas sur deux roues. N'est-ce pas? Mais je vois. Comme ça, n'est-ce pas? Ah, c'est comme ça que vous conduisez, je comprends. Je me suis rendu compte qu'au Daghestan, vous aimez les voitures haut de gamme. BMW, Mercedes. Quand tu iras à Makhatchkala, tu verras beaucoup de types de voitures chères. Les chères, oui, oui. Que la paix soit avec toi. Après m'avoir taillé la barbe façon daghestanaise,
Maflit nous a conduits chez son ami Mourad, propriétaire d'un atelier de couteaux, qui nous a expliqué cette tradition et le processus de fabrication. La fabrication d'armes blanches dans la région du Caucase remonte à l'âge du bronze, période à laquelle datent les premières preuves archéologiques de dagues et de couteaux. Plus tard, les Grecs et les Romains décriraient dans leurs chroniques ces peuples caucasiens comme étant experts dans le noble art de l'épée. Par la suite, au Moyen Âge et à l'époque moderne, cette tradition évoluerait pour devenir un élément identitaire de la région, acquérant une signification culturelle profonde qui perdure jusqu'à aujourd'hui et qui représente l'honneur, le courage et l'héritage ancestral. Les deux éléments emblématiques sont le poignard ou kama, arme quotidienne à lame large et double tranchant, souvent dotée d'une gouttière centrale appelée gouttière de sang qui allège la lame et lui donne une esthétique unique. L'autre est la shashka, épée traditionnelle de la cavalerie du Caucase, avec une lame courbe et à un seul tranchant, conçue pour frapper depuis le cheval et qui, fait intéressant, fut adoptée au 19e siècle par les Cosaques au service du tsar. Les fourreaux et les poignets étaient souvent richement décorés. Des matériaux comme l'argent, l'ivoire, des bois exotiques, ainsi que des pierres précieuses et semi-précieuses, étaient courants dans les pièces les plus luxueuses. Elles comportaient aussi des motifs floraux ou géométriques. Grâce à la maîtrise des artisans caucasiens dans le travail de l'acier de Damas, ces armes gagnèrent en réputation dans les régions voisines et devinrent des objets d'échange sur une branche de la route de la soie. Après l'apparition des armes à feu, les armes blanches perdirent de l'importance sur le champ de bataille. Mais cela n'a pas fait disparaître la tradition au Daghestan. Aujourd'hui, ces couteaux sont très prisés par les touristes qui souhaitent un souvenir de la région, mais aussi par les chasseurs, les pêcheurs et les travailleurs des champs. Dans le domaine de la survie, ils sont réputés pour leur robustesse, fonctionnalité et durabilité du tranchant. Les prix peuvent varier de 10 € à plus de 200, 300, voire des milliers d'euros, selon le type de couteau, les matériaux utilisés et le maître artisan qui l'a fabriqué. Ceux-ci sont en acier de Damas, un segment de qualité supérieure. Nous utilisons du bois de charme. Nous l'avons enveloppé pour éviter qu'il ne se raye. Le pommeau et la garde sont en cupronickel et il est livré avec un étui en cuir. L'acier de Damas est multicouche, un ensemble d'acier H15, H, G, V et U8. Cela crée ces motifs intéressants. Chaque lame est unique. Nous avons aussi ces modèles d'auteur. C'est également de l'acier de Damas. Et le maître coutelier réalise ses marques sur le tranchant. Comment se déroule le processus de fabrication de l'acier de Damas? En quoi le procédé est-il différent? En quoi est-ce différent? Par exemple, l'acier ordinaire est forgé avec un seul type d'acier. Et celui-ci utilise 3 types d'acier différents. On forge le mélange des 3 types d'acier et le résultat, ce sont ces motifs. Tu vois comment ça rend? On voit les différents types d'acier. Ici, il y a entre 300 et 500 couches d'acier. On voit tout de suite la différence au niveau du tranchant avec ceux-ci. Ici, on utilise de l'acier inoxydable classique. C'est une gamme plus économique. Il y a aussi du bois de charme et le pommeau ainsi que la virole sont en laiton. Ensuite, nous avons ceci entièrement en métal, très pratique même pour le travail. Le métal reste visible sur le manche. On considère qu'ils sont plus faciles à manipuler. Et ceux-ci, ici, on peut dire qu'ils sont très demandés. L'acier est du D2, avec un manche adapté à la main, et aussi entièrement en métal. Ce manche se distingue des autres, car il offre une meilleure prise en main lorsqu'il est mouillé. Il ne glisse pas de la main et peut être utilisé facilement. Excuse-moi, celui-ci est très joli. C'est un couteau de cuisine, c'est le seul qui reste de tout l'ensemble. C'est de l'acier Böhler N690, acier autrichien. Par ici, j'en ai d'autres en acier autrichien. Regarde. Ce modèle s'appelle Aigle Royal 2. C'est aussi de l'acier N690. La lame a des encoches dans le style de l'âge de pierre. Finition en bois avec un rivet en mosaïque et il est livré avec un étui assorti à la couleur du manche. Les lames ont des finitions et des styles différents. Nous avons celui-ci aussi. Joli. Celui-ci vient d'un maître coutelier de Kizlyar, Denis Majmoudov. Très joli, j'aime bien. Il est en acier N690 tranchant 0 sur l'échelle baisse. Très affûté, il rase. Je vois.
très affûté. Et en plus, alors que ceux-là avaient un étui en cuir ordinaire, cet étui est en cuir tanné végétal, vraiment élégant. Regarde comme il est petit, c'est aussi de l'acier de Damas. Comme il est beau. Il pèse, hein? Oui, il est lourd. Celui-ci, à quoi sert-il? C'est pour dépecer. Celui qui a du bétail l'utilise pour enlever la peau. Eh bien, je me suis procuré de vrais couteaux, ici. Nous visitons l'usine. Maintenant, nous allons voir le processus de fabrication des couteaux. Voici les couteaux qu'ils fabriquent. Regarde, ici nous avons déjà les lames prêtes à être travaillées. Ils ajoutent le bois et le pommeau. Ah, ça commence comme ça. On façonne le manche et on ajoute le pommeau. Que tout se passe bien. À plus tard. Merci Mourad. Tu as déjà goûté le choudou? Tu sais ce que c'est? Non, je ne sais pas. Explique-moi, s'il te plaît. Le choudou. Comment t'expliquer? Vous avez des calzones en Espagne. Oui, comme une pizza, mais fermée. Oui, eh bien c'est quelque chose de similaire. Mais nous, à l'intérieur, on met de la pomme de terre, de la viande, du poulet. Je comprends. Excellent, ça me va. Comme ça, tu l'essayes. Bon, on va manger maintenant avec les collègues. Ils veulent m'inviter. Cuisine du Daghestan, est-ce une cuisine typique du Daghestan ou d'une ethnie en particulier? Cuisine traditionnelle du Daghestan, préparée par toutes les ethnies. Dans le Caucase, la nourriture partage des similitudes entre groupes ethniques et pays, mais chaque région conserve ses particularités. Au Daghestan, le plat emblématique est sans doute le djinkal que je goûterai plus tard. Des morceaux de pâte bouillie servis avec agneau ou bœuf, bouillon, sauce à l'ail et crème aigre. Un plat copieux où chaque groupe ethnique façonne la pâte à sa manière. À part le choudou, un autre plat typique est le kurzü, une pâte généralement farcie de viande hachée et servie avec différentes sauces. Après avoir laissé Saïd au salon, nous sommes allés manger au centre de Kizlyar. Arrivés au restaurant spécialisé en choudous, nous avons retrouvé Muhammad, un ami de ma flite qui s'est joint à notre banquet. Regardez, quelles délicieuses choses ils ont ici. Des fruits secs et des confitures. Regardez ce qu'ils nous ont apporté avec le thé. Et les fruits secs, déshydratés, et la confiture aux noix que nous avons commandée. Celle-ci avec les noix, c'est bien de la confiture? C'est du miel avec des noix. Ah, je me suis trompé, c'est du miel! À votre santé! Qu'est-ce qu'on a là? Avec de la viande? Ceci était le choudou avec de la viande. Et de la sauce blanche. C'est de la crème aigre ou du yaourt? Crème aigre. Chou! Do. Délicieux! Très bon. Pâte farcie à la viande. Une variante que je n'avais jamais goûtée. Ça, c'est bon. À part les épinards que j'avais déjà goûtés, celle à la courge. Courge avec fruits secs. Laisse-le derrière toi si tu veux. Je peux voir les couteaux que tu as achetés? Oui, bien sûr. Jette un coup d'œil. Celui-là, on le lui a offert. Oui, celui-là, c'est un cadeau. Écoute, Muhammad, nous sommes frères. Même cicatrice. Comment tu t'es fait ça? En frappant? J'imagine que comme toi. Ouais, il te l'a dit, non? Non, mais je l'ai vu et je l'ai deviné. On t'a aussi mis des clous? Il s'est battu. Il se bat tout le temps. Il a un problème. Tu es la première personne que je rencontre qui a cette cicatrice comme moi. Oui, je suis couvert de cicatrices sur la tête. J'ai 15 cicatrices. Putain, de vrais Dagestanais, mais c'est mieux sans se battre. Non, vaut mieux pas. Eh bien, sans bagarre, on n'obtient rien. Comme l'a dit Poutine, si le combat est inévitable, alors il faut frapper le premier.
Balader à cheval, oui. Je ne sais pas s'ils sont ouverts. On va voir. S'ils sont ouverts, on pourra faire du cheval. Je comprends. On le convaincra en disant que tu viens d'Espagne. Comme on dit, au Daghestan, tout s'achète sauf une seconde vie. C'est vrai, comme il dit? Nous allons faire une promenade à cheval. Les Gaules l'ont organisée ici. Il y a beaucoup de traditions équestres au Daghestan, n'est-ce pas? Oui, il y a une tradition. Tu sais ce qu'est la sunna? Non! Ah, de l'islam. Oui, tout ce que le prophète Mohammed a conseillé. Il a conseillé d'apprendre à monter à cheval et d'apprendre à tirer à l'arc. Je comprends. Nous devons tous le faire. Ce sont des chevaux du Daghestan. La domestication du cheval aurait débuté vers 3500 avant Jésus-Christ dans les steppes pontico-caspiennes, couvrant des régions du Kazakhstan, de la Russie et de l'Ukraine, selon les archéologues. Dans le Caucase, où se situe le Daghestan, la domestication aurait eu lieu peu après, entre 3000 et 2500 avant Jésus-Christ. Les chevaux ont toujours joué un rôle clé dans la vie quotidienne. Transport, travail agricole, guerre, ainsi que symbole de statut et de prestige. Adaptées à la montagne et au climat, ces races sont réputées pour leur endurance, agilité, force, intelligence et tempérament, notamment le cheval kabardien et le karachai, invités par Maflid et Mohamed. Invités par Maflid et Mohamed à découvrir cette tradition et faire une promenade à cheval, ils m'ont conduit dans des écuries à la périphérie de Kizlia, où un groupe d'enfants de 6 à 12 ans aidait leurs oncles pendant les vacances, avant la reprise de l'école. Regardez ici l'écurie. Avec tous les chevaux. Puis-je entrer jeter un coup d'œil? Oui, entre. Merci. C'est joli, et on ne peut pas les toucher, n'est-ce pas? On peut. Comment le faire correctement? Regarde, approche-toi et fais comme ça. Regarde comme c'est bien. Comme il est beau, le cheval! Il y a beaucoup de traditions équestres ici dans le Caucase, comme vous le savez. Et si vous ne le savez pas, je vous le dis. Tu travailles ici? Non, j'aide mon oncle. Je comprends. Tu sais monter à cheval? Oui, je sais. Quel âge as-tu? 11. 11 ans et déjà à cheval? Oui. Regarde, c'est une race Karachai. Quelles autres races savez-vous? Cheval arabe, celui juste à côté. Lequel est le plus cher? Probablement l'arabe, non? Non, ce n'est pas l'arabe. Et l'espagnol, vous en avez? Non, nous n'en avons pas. Celui-ci me semble être le plus cher, le trotteur français. Trotteur français. Et lequel est le plus sauvage, le plus rebelle? Le plus rapide? Le plus sauvage, celui qui ne te laisse pas monter sur lui. Nous n'en avons pas un comme ça, mais nous en avons un qui adore courir. Nous le promenons constamment, c'est pourquoi il est calme. Certains sont têtus, mais celui-ci adore galoper. C'est un kabarde. Kabarde. Oui, nous avons des kabards et des karachais, mais lui est un kabarde. Ousmane. Quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Il est déjà en train de balayer. Toi aussi, viens ici. Je balaye ici toute seule. Ded Moros balaye déjà à ma place. Celui-là, c'est un Daguestanais des montagnes. Celui-ci? Ne dis pas qu'il vient du Daghestan, il paraît minuscule. En Espagne, ils vont se moquer. Celui-ci mort. Il mort? Alors c'est un vrai Daguestanais. En quoi dirais-tu que le cheval daguestanais diffère du karachai? Eh bien, en termes d'envergure, les karachais sont plus grands. Et pour le caractère? Eh bien, les karachais ont tendance à être plus têtus. Ce n'est pas qu'ils soient indomptables. Mais ils sont capricieux et les Daguestanais des montagnes sont plus résistants, plus petits, mais plus résistants. Compris, merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Osmané. Enchanté Osmané, Victor. Enchanté. Que diriez-vous que c'est le plus difficile dans le travail avec les chevaux? Nettoyer les écuries, non? Non! N'importe
quel cheval peut s'échapper et partir au trot. Le plus difficile, je dirais, c'est quand il s'enfuit et que tu dois aller le rattraper. Et qu'est-ce que vous me recommandez quand il s'agit de monter à cheval? Je ne suis jamais monté sur un... Enfin, ça fait très longtemps. Qu'est-ce que vous conseillez? Restez calme, n'ayez pas peur. Les chevaux ressentent la peur comme les chiens. Monter avec conviction et ne pas avoir peur. Les gars, je pars avec Montagna. Mais mets un t-shirt. Et moi, avec l'oncle Ahmed, je vais monter sur Eldik. Eux aussi, ils montent? Oui, comment tu t'appelles, frère? Saïd. Salut Ronaldo. Non, mais à la caméra. Salut la caméra, Ronaldo va te voir depuis l'Espagne. Salut ici. Salam alaikum Ronaldo. Salam alaikum Sergio Ramos. 7-7, fais-nous un sou. Allez, tous ensemble. 1, 2, 3. C'est Scarachai. Et vous, vous êtes Dagestanais, avare? Non, tous d'Arguin. Nous sommes cousins. Attrape la poignée et mets le pied gauche dans l'étrier. Je l'enlève? Non, laisse-le. Garde le poids équilibré sur les deux étriers, compris? D'accord. Accroche-toi, il va t'emmener. Oui, c'est mieux. Salam. Très bien, merci beaucoup. Ça te plaît? Oui, surtout avec les enfants. Je vais enregistrer quelques mots. Mais filme-le, lui. Bon, pendant que Victor fait un tour, que peut-on dire des Espagnols? C'est un gars sympa, agréable. Oui, quelques mots. Il nous a agréablement surpris par sa simplicité et son ouverture. Mohamed, qu'en penses-tu? Je soutiens ce qu'il dit, parce qu'en plus il est plus âgé que moi, donc je ne le contredis pas. Salam alaikum à tous les Espagnols. Comme ça. Très bien. Quand nous voulons nous arrêter, nous disons « so ». Et vous, qu'est-ce que vous dites? C'est la première fois que vous voyez un étranger? Non, nous en avons déjà vu. Qui donc? Si je te dis la vérité, je ne sais pas d'où ils venaient, mais ils étaient noirs, avec la peau très foncée. C'était des Africains? Oui. Des étrangers venaient-ils ici? Nous avons aussi vu des Chinois. Et ici, dans les pâtés de maison, les étrangers sont-ils venus? Oui, il me semble que des Allemands sont venus. Je crois que c'était eux. Et je me souviens aussi qu'il y avait des Noirs à l'école. Des Noirs, encore des Noirs. Et quand nous sommes allés en excursion à la mer, je me souviens qu'il y avait 3 garçons noirs. Mais ils parlaient très bien russe. Bonjour à l'Espagne. Comme ci, comme ça. Eh bien, voilà, vous me voyez ici, chevauchant au Daghestan. Qui l'aurait cru? Je leur ai dit qu'en Espagne, on dit « so, ici, tre ». Comment je descends? Sors cette jambe de là. D'accord. Tiens ça une seconde. Bien, maintenant tu descends et c'est tout. Merci beaucoup. Et il s'appelle Mongol. Mongol? Merci, Mongol. Va chaud, va chaud. N'y va pas trop vite. Très bien.
Et ici, vous pouvez voir l'hospitalité du Daghestan. Ils ne m'ont laissé rien payer, ils m'ont emmené partout. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Tous les spectateurs et les hispanophones le sauront, maintenant. Allez, Madrid. Qu'ils viennent nous rendre visite ici, nous les accueillerons très bien. Ils viennent de me laisser. Nous avons 3 heures de route jusqu'à Makhachkala. Qui aurait pu me dire que mon premier jour au Daghestan serait rempli de tant d'aventures et de gens aussi intéressants? Ici, au Daghestan, c'est l'une des régions où le plus de gens s'engagent volontairement pour le service militaire. Et ça, d'où vient ton varan? C'est un varan de Liinsky. De loin, de très loin. Nous commençons l'entraînement